On va pouvoir enchaîner avec Laurent qui me fait le plaisir d'être là. Et ce que je vais faire en toute simplicité pour vous le présenter, ça va être de vous mettre à l'écran une petite vidéo qui va nous permettre justement d'en savoir plus sur Laurent. Une petite vidéo très brève, une petite minute, mais c'est toujours chouette aussi de commencer avec ce type de format. Waouh, waouh, waouh. Ça met vraiment beaucoup d'émotions que de voir ce type de présentation. Je suis vraiment ravi. Alors autant j'étais ravi qu'on ait Max avant, parce que Max c'est vraiment quelqu'un que je considère comme un ami. On se connaît désormais bien et on a beaucoup de valeurs communes. Et là, ce qui est chouette, c'est que je ne vais pas prétendre qu'on soit amis avec Laurent, ce n'est pas le cas. Peut-être pas encore, mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir partager avec lui un univers qui est absolument différent de celui que j'aborde habituellement avec le sport de haut niveau. Et je vous invite sans attendre à accueillir chaleureusement Monsieur Laurent Mignard. Bonsoir Laurent. Bonsoir, bonsoir à tous. Très heureux d'être avec vous, Nicolas. On n'est pas encore amis, mais je pense que ça ne devrait pas tarder, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Je suis vraiment ravi de vous avoir parmi nous, d'autant plus que vous êtes là dans le cadre du partenariat avec l'agence de conférenciers, speakers, intervenants Vivavox. On est dans la même agence qui est dirigée de main de maître par quelqu'un d'absolument exceptionnel, Monsieur Fabien Jeanne, et qui a été quelqu'un de très important pour l'organisation de ce sommet. Donc, merci à Vivavox et merci à vous, Laurent, de se joindre à ce programme et surtout de pouvoir partager avec nous votre vision du leadership à travers votre pratique spécifique, éclectique. Vous êtes habitué évidemment à évoluer dans votre univers. Je suis très content de faire découvrir des gens qui ne sont pas connus forcément par mon audience à moi et qui ne sont pas ou peu connus par l'univers du web également. Et certainement que des gens qui vont vous découvrir ce soir vont avoir envie d'aller plus loin et certainement, pourquoi pas, de commander vos conférences. J'en serais ravi. J'en serais vraiment ravi. Puis-je commencer à vous demander de vous présenter un petit peu, Laurent ? Il se trouve que je suis ce qu'on va appeler un musicien atypique. C'est-à-dire que je viens d'une famille d'entrepreneurs. Dans ma famille, on faisait du cidre de père en fils dans un petit village en Seine-et-Marne. Et puis on m'a dit, il faut que tu fasses des études, il faudra que tu reprennes la cidrerie familiale. Alors comme j'étais obéissant, j'ai fait des études. Et puis quand j'ai eu mon bac, on m'a dit, tu vas quand même bien continuer. Alors bon, j'ai fait une maîtrise de gestion à Dauphine. Et puis en parallèle, je jouais de la musique à l'harmonie municipale, à la fanfare. Et puis j'ai découvert le jazz à la fac. Et quand j'ai quitté Dauphine, j'ai travaillé dans la pub pendant quelques années. Et en parallèle, j'étais musicien amateur dans un orchestre de jazz dans les soirées privées des étudiants. Et au bout de quelques années, j'ai décidé d'arrêter tout ça et de faire une carrière de musicien professionnel. Et au bout de quelques années, je suis devenu chef d'orchestre. Mais j'ai gardé le pont et la relation avec le monde de l'entreprise en montant une agence qui s'appelle l'Agence Musicale, qui produit en fait de la musique pour les entreprises et pour la scène. Et plus récemment, j'ai essayé de réaliser la connexion entre mon expérience d'artiste et de chef d'orchestre d'une part, et puis de quelqu'un d'inscrit dans le monde réel, qui est celui du business quand même aussi. Excellent. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que votre vision de cette activité de chef d'orchestre consiste à orchestrer les talents. Et orchestrer les talents, ou ce que moi j'appelle les stars dans mon univers, des talents et des stars. Dans le milieu de l'entreprise, on en rencontre énormément. Et en fait,
ce qui est très intéressant, c'est que dans des endroits de performance où on va beaucoup parler de l'autorité, vous avez une conception du chef d'orchestre et de l'autorité qui est en décalage avec ça. Et j'aime l'idée qu'on aille visiter beaucoup de modèles du leadership. Qu'est-ce qu'il en est de ce sujet du chef d'orchestre et de l'autorité, selon vous, Laurent, de votre pratique? Bon, déjà, un chef d'orchestre ne peut pas user de son autorité. C'est impossible parce que la seule façon qu'il ait pour lui de mener à une représentation réussie, c'est de faire en sorte que les gens puissent jouer et de créer les conditions pour qu'il se passe quelque chose avec le public. En fait, la chose la plus importante qu'il a à faire, c'est de prendre en compte ses solistes et de faire en sorte, non pas qu'ils soient heureux, mais qu'ils soient en harmonie les uns les autres pour que cette harmonie transpire de la scène et descende sur la salle. Et c'est vrai que la notion de... Mais dans le sport, je sais que c'est également pratiqué. Chacun travaille au service de l'autre et tous travaillent pour chacun, garant de cette harmonie. Mais vous savez, il y a un chef d'orchestre très autoritaire dont on a tous entendu parler, qui est Herbert von Karajan, qui était sans doute l'un des chefs les plus durs avec ses orchestres, spécialiste de la musique allemande. Et même lui, ce musicien très autoritaire, disait « L'art de diriger consiste à savoir abandonner la baguette pour ne pas gêner l'orchestre. » C'est dire à quel point on est dans le « laisser jouer » et non pas dans le « faites ce que je vous dis ». Waouh, excellent, excellent. Et donc, c'est justement cette capacité à comprendre que quand les talents sont tellement à la hauteur et dans l'expression pure de leur talent, votre activité, comme d'ailleurs des entraîneurs sportifs ou des dirigeants, consisterait à se mettre en retrait alors. Oui, alors c'est-à-dire que, on va dire, en fait, je suis désolé Nicolas, je vais peut-être vous provoquer un petit peu, mais je suis très joueur. Et pourtant, je suis tellement admiratif de votre parcours. Mais il y a une différence fondamentale quand même entre le sport de haut niveau et la musique de haut niveau. C'est qu'en fait, dans notre discipline, il n'y a rien à gagner. Il n'y a pas de médaille d'or, il n'y a pas de Jeux Olympiques, il n'y a pas de premier. Et quand on est dans les vestiaires, ça n'a pas de sens de se dire qu'on va les tuer, on va les bouffer, on va leur marcher dessus. Et ce vocabulaire qui est utile dans le dire du fighting, de l'engagement, il n'a aucun sens en musique. En fait, c'est peut-être idiot ce que je vais vous dire, mais c'est peut-être une approche beaucoup plus féminine du sujet qu'une approche virile. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, on est obligé de prendre en compte tellement de critères extérieurs à notre propre discipline qu'on est obligé de trouver des chemins. Par exemple, je m'explique. Dans mon travail de chef d'orchestre, la première chose que j'ai à faire... Alors, je voudrais préciser tout de suite qu'il se trouve que l'orchestre que j'ai fondé en 2003, il est dédié exclusivement à la musique de Duke Ellington, qui est le plus grand compositeur de toute l'histoire du jazz, qui a changé le monde et qui a tenu à bout de bras son orchestre pendant 50 ans, malgré les crises, les modes et tout ce qu'on peut imaginer dans son parcours. Je suis musicien de jazz par ailleurs, mais le projet que je défends, c'est faire vivre la musique de Ellington aujourd'hui, bien qu'il soit mort depuis 1974. Et donc, dans mon travail de chef d'orchestre, la première chose que j'ai à faire, c'est, et les managers vont se reconnaître là-dedans, c'est d'adapter les instructions qui me sont données. Elles sont données par Ellington. Je ne les invente pas. Comme je fais vivre sa musique, le compositeur m'envoie par l'intermédiaire des disques, par l'intermédiaire de l'héritage, un canevas à faire jouer par les musiciens. Donc, je dois intégrer ce qu'il demande à jouer, tous les morceaux qu'on veut jouer, et trouver la façon de l'adapter en fonction des musiciens que j'ai aujourd'hui. Une fois que ça c'est fait, je dois définir la ligne directrice du projet pour les musiciens. Je dois leur proposer un cadre et je dois le tenir. Je dois respecter les fondamentaux de la musique et je dois respecter plein d'équations qui sont évidemment pas uniquement musicales. J'ai moi-même mes propres limitations. Je travaille avec des musiciens qui sont des mercenaires physiquement éparpillés aux quatre coins de la France. Je dois maintenir un lien d'unité de l'équipe à distance, les garder motivés, sachant que je ne les vois un peu comme pour un sélectionneur d'une équipe nationale. Je ne les vois que quelques temps dans l'année, le temps d'une répétition, le temps d'un concert, et ensuite tout le monde s'éparpille. Et en plus, je dois coordonner tous les métiers support à distance, le commercial, la communication, la maison de disques, l'attaché de presse, l'administration. En fait, je suis tout seul dans mon entreprise, mais je passe mon temps à coordonner tout le monde. Et si je donne des ordres à tout le monde, j'ai déjà essayé, je vous garantis, ça ne marche pas.
Vous défendez l'idée, me semble-t-il, Laurent, que parmi les chefs d'orchestre de très haut niveau, il y a vraiment une singularité et que chacun a son style dans la façon de procéder. C'est bien ça? Oui, c'est vrai. En fait, quand on regarde des chefs d'orchestre, on va rencontrer des chefs d'orchestre qui vont parler très peu, d'autres qui vont parler beaucoup. Certains vont incarner sur leur corps physiquement ce qu'ils attendent de l'orchestre, d'autres vont danser, d'autres vont avoir un visage extrêmement violent, d'autres vont chercher le regard, d'autres vont passer par des systèmes plus d'organisation. Et ce qui est très intéressant, c'est que chaque chef a une façon de procéder différente. Mais, malgré toutes ces différences, il y a quand même... Allez-y, je préparerai quelque chose pour après. D'accord, je vois ce que vous allez faire. Il y a quand même un point commun entre tous ces chefs, c'est l'intention, parce qu'on ne peut pas emmener des gens si on ne sait pas où on veut aller, et je pense que c'est quand même la moindre des choses, un peu comme un chauffeur de bus. Et deuxièmement, l'incarnation. On ne peut pas laisser le soin à d'autres d'incarner le projet. Il faut mouiller le maillot soi-même. Il faut savoir où on va. L'intention et l'incarnation, c'est le point commun de toutes ces différences. Et quelle est la meilleure façon de diriger? C'est celle qui nous ressemble, celle qui nous correspond, celle avec laquelle on est en harmonie, puisqu'on ne peut pas vivre dans les chaussures d'un autre. On doit vivre dans ses propres chaussures. C'est magnifique parce que vous rebondissez absolument merveilleusement bien sur l'échange précédent avec Max Dorville où on parlait de clarté et d'identité pour pouvoir rayonner. Et peut-être que ce qu'on pourrait faire, c'est justement regarder une petite vidéo que vous m'avez gentiment adressée pour qu'on puisse regarder des chefs d'orchestre avec des styles différents, parfois opposés, mais dans lesquels on va retrouver ces deux registres que vous défendez et que vous explicitez avec beaucoup de clarté, que sont l'intention et l'incarnation. Dans l'élégance, dans le raffinement. Très important le jeté de tête. La coiffure compte également quand on dirige. Ce compositeur est russe et dans le métier on l'appelle l'ogre. L'ogre. Tellement riche, tellement inspirant. Et enfin, Leonard Bernstein. Être capable de diriger par le regard. Waouh, juste avec les yeux. Et sans les mains. Mon Dieu, qu'il est précieux de voir ces images pour comprendre ce que vous nous partagez. Oui, et vous voyez, quand on a vu Bernstein, pour moi, c'est le même genre qu'Ellington, on va peut-être en parler un petit peu après. Il y avait dans son regard de l'exigence, bien sûr, un contact avec chacun des musiciens visuellement et un contact personnel. Et ce que je voyais de plus fort, c'est de la gratitude. La gratitude
envers la musique de Mozart qui était à jouer et surtout la gratitude envers les musiciens. Et d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, il a d'abord embrassé et remercié ses musiciens avant de se tourner vers le public. Et ça, c'est vraiment grand. Waouh. Et vous alors, duquel seriez-vous le plus proche? Parce que moi, ce qui me brûle les yeux, enfin les lèvres pour poser la question et les yeux, ça serait de vous voir à l'œuvre. Comment vous vous décririez, vous? Quel serait votre style d'être ce chef d'orchestre? Écoutez, d'abord, j'ai jamais pris des cours de direction d'orchestre. Comme beaucoup de musiciens, j'ai appris sur le tard et en réponse à un besoin. Et avec le temps, je me suis énormément inspiré de Duke Ellington. Et vous savez, en fait, 15 musiciens de jazz, 15 mercenaires, 15 personnes qui font une carrière de soliste de leur côté. Ce sont des gens très indépendants. Et pour moi, ce sont 15 casseroles de lait sur le feu que je surveille en permanence. Et je suis devenu assez expert, je dis ça mais assez modestement, assez expert pour mesurer et anticiper leur motivation. Je pourrais écrire un essai de 20 pages sur chacun d'eux, ce qu'ils attendent, leur motivation. Certains ont besoin de reconnaissance, d'autres ont besoin d'argent, d'autres ont besoin de temps, d'autres ont besoin je sais pas, chaque personne a des choses différentes. Et mon travail, c'est de faire en sorte qu'ils soient à l'aise pour donner le meilleur. Et Ellington était un grand maître pour ça. Ouais, donc on est vraiment dans une fine connaissance hyper individualisée des gens que vous dirigez en fait, sans quoi vous ne pouvez pas avoir ce type de qualité d'harmonie, de création d'harmonie, si je comprends bien. C'est exactement ça. Vous savez, Ellington, il disait, quand un journaliste lui a demandé, mais dites-moi, Duke, vers la fin de sa vie, 50 ans de carrière, mais c'est extraordinaire. Je veux dire, personne n'a tenu aussi longtemps. Vous êtes l'orchestre de jazz le plus célèbre du monde. Vous avez été l'ambassadeur des États-Unis dans des tournées organisées par le département d'État. Vous avez la médaille de la Maison Blanche, qui est la plus grande distinction américaine. Il y a des pays qui ont fait des timbres à votre effigie. Comment vous expliquez ce succès? Et il a répondu, je dois tout à mes solistes. Waouh. Waouh. Est-ce que vous pensez, cher Laurent, que l'extrait vidéo concert de The Opener pourrait être quelque chose d'intéressant à partager maintenant à l'ensemble des personnes qui nous regardent? Je vous propose de passer sur l'interview de Stockholm, parce que je pense qu'on est directement dedans. Là. Alors, quelques mots avant que ça commence, peut-être si vous voulez bien. Bien volontiers. Nous sommes en 1963. Ellington vient d'arriver à Stockholm pour une interview à la télévision suédoise. Il va présenter sa tournée et évidemment motiver le public à venir voir l'orchestre. Et voici ce qu'il va le dire dans les toutes premières secondes de l'ouverture de son interview. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Duke Ellington. I have a band of musicians who are en route to Sweden at the moment, and all the kids in the band want you to know that we do love you madly. We do love you madly. Comment t'es dit ça? C'est la clé de voûte de tout le système d'Ellington. Il y a à la fois une sincérité parce qu'il était comme ça, très tourné vers les autres, mais également il y avait ce sentiment qu'il avait qu'on ne peut pas mener un projet si on ne fait pas preuve d'inclusion. Inclure son équipe, inclure le public. Ça va même très loin parce qu'il ne dit pas « je vous aime à la folie ». Jamais il l'a dit. Nous. Nous vous aimons à la folie. Mais c'est le nous ducal. C'est le nous qui permet de dire « moi en tant que nous » ou l'équipe en tant que nous. Donc c'est un nous suffisamment flou pour englober tout le monde. Et puis cette façon justement d'aborder le public, il va proposer non pas le meilleur concert qu'on puisse exister, il ne va pas dire on va vous jouer des choses extraordinaires, les nouvelles créations, les solistes vont vous faire des sauts périlleux pendant qu'ils font des solos époustouflants. Non. Il va juste promettre qu'on va vivre un moment rare et qu'on va donner de l'amour aux gens. On est sur la sphère émotionnelle. Et il a compris, comme beaucoup d'artistes, que la vraie clé, ce qui va marquer au fer rouge les gens avec lesquels on travaille, c'est tout ce qui touche à la sphère émotionnelle, c'est tout ce qui touche à l'amour, à la relation, et non pas à l'objectif rationnel. Ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, je dis souvent, dans les séminaires, il m'arrive de voir des objectifs présentés par des comités de direction en disant à des commerciaux, bon voilà, l'année prochaine, prochain objectif, on va augmenter notre ratio de 1,47%.
Mais c'est quoi 1,47% par rapport à l'engagement de quelqu'un? Est-ce que je vais travailler 1,47% fois plus? Ça n'a pas de sens. Très juste. Vous comprenez? Donc en fait, on est dans l'engagement et en fait, et c'est à la fin du match qu'on verra quel a été notre résultat. Mais on va pas se dire, par exemple, dans les vestiaires, bon, écoute, on va tout faire pour gagner par un but d'écart. Mais c'est quoi cet objectif? Ça n'a pas de sens. Donc on promet un moment émotionnel puissant et ça n'est que ça, mais c'est tout ça. Ouais, ça n'est que ça, ce qui n'est pas rien, effectivement. Ce qui n'est pas rien. Et dans votre posture et votre vision de ces performances, parce que ça a beau être de l'art, c'est de la performance, il y a des fondamentaux implicites dans votre vision qui consistent à se mettre en vibration partagée. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, bon, le jazz et l'improvisation, c'est quelque chose de très particulier. On doit jouer des notes, certes, mais il y a une part de ce qu'on appelle de feeling, c'est-à-dire le sentiment du rythme. Alors, en anglais, on appelle ça le groove, c'est-à-dire le sillon. C'est un endroit où tout le monde va se mettre et on va avoir un ressenti rythmique qui va faire que on va commenter en disant ça bouge, ça balance, ça bounce, ça swing. Bref, on a tous vécu ça. Tout d'un coup, les pieds bougent, on ne sait pas pourquoi. Et donc, ce sentiment-là, on a ça dans toutes les musiques noires américaines, bien sûr. Et donc, ça, c'est absolument fondamental. Mais pour arriver à faire ça, il faut que tout le monde s'écoute, non pas pour comprendre la beauté du jeu de son partenaire, mais pour se dire, je vais interagir pour apporter ma contribution à ce groove. Mais ce groove, il n'est pas uniquement pour les musiciens, il doit faire en sorte qu'il aille vers le public. Et on doit créer le sentiment auprès du public que ce qui leur est proposé, c'est ça l'évidence. Il ne peut pas y avoir autre chose que ce que l'on vous propose là. Ce moment rare, par le groove, par le rythme, il est là. Et j'en arrive à la conclusion que le point de départ pour arriver à travailler ensemble, ça n'est encore une fois pas du tout de jouer bien, ça n'est pas de jouer juste, ça n'est pas de faire une parfaite exécution, c'est de se mettre en vibration les uns avec les autres. Sans réfléchir, c'est vraiment du ressenti de vivre quelque chose ensemble. Si on vit quelque chose ensemble, quelles que soient les circonstances qui se dérouleront dans le concert, il se passera quelque chose et le concert sera réussi. Se mettre en vibration ensemble, vivre quelque chose ensemble, ça nous parle et je suis sûr que les gens de l'audience ce soir, là, on a en live là 109 personnes qui nous regardent et beaucoup d'autres qui m'ont dit que le replay leur serait précieux. Je vous invite dans le chat à réfléchir véritablement à comment il est possible dans vos propres univers de vous mettre justement dans cette vibration partagée, en vibration ensemble. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit extrait qui nous évoque ça pour encore plus et mieux le ressentir via les mots qui sont ceux que vous nous proposez, Laurent. Je vous propose cet extrait. Invited to join the finger snapping crazy. I see I don't have to tell you. Nobody snaps their fingers on the beat. It's considered aggressive. Don't push it, just let it fall. And if you would like to be conservatively hip, and at the same time tilt the left earlobe. Establish a state of nonchalance. And if you would like to be respectably cool, then tilt the left earlobe on the beat and snap the finger on the afterbeat there. Then you really don't care. And so by routining one's finger snapping and choreographing one's earlobe tilting, one discovers that one can become as cool as one wishes to be. With that, we certainly want to thank you for the wonderful way you've inspired us and remind you that you are very beautiful, very sweet, very gracious, very generous, and we do love you madly. Thank you. Waouh. Effectivement, c'est indispensable qu'on voit ça et qu'on le ressente. Donc déjà, je veux vous remercier parce qu'à partir de ce soir, je sais ce qu'il me faut faire pour être respectablement cool.
Donc ça, bien que là-dessus, j'ai gagné ma soirée, c'est extraordinaire. Merci pour ce cadeau à $1 million pour l'ensemble de l'audience de ce soir. Et c'est vraiment fascinant parce que, à vous dire vrai, ces petites vidéos, là, moi, je voulais vivre l'expérience. Je me suis contraint à ne pas les regarder avant. Je voulais vivre l'expérience telle qu'elle était, dans le flow, dans l'interaction avec vous. Et je suis très touché de ressentir, et je comprends mieux que vous soyez fait une mission de vie d'être avec Duke Ellington, à quel point ce qu'il explique, et là, dans les consignes, je vais les appeler comme ça, de mon jargon à moi, alors que ce sont sûrement que des invitations, les consignes qu'il donne au public, c'est d'être pleinement dans l'amour de soi et de s'aimer sous toutes ses facettes, et dans quel point, justement, il fait un lien qui me semble très riche entre amour de soi et amour des autres. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors, vous avez absolument raison. Ellington était humaniste et il avait autant d'envie et de plaisir d'avoir de bonnes relations avec le portier du Cotton Club, pardon, qu'avec la reine Élisabeth d'Angleterre, avec laquelle il avait une passion pour la famille royale britannique, parce qu'il avait quand même son petit tempérament aristocrate quand même aussi. Hein. Mais il ne faut pas que ça cache non plus une réalité qui est que Ellington, il a un business à faire tourner, quoi. Il a un orchestre de 15 musiciens dont il fait partie. Il y a entre 12, selon les périodes, entre 12 et 30 personnes qui sont impliquées dans son organisation. Il a engagé ses musiciens qu'il paye 20% plus cher que les autres orchestres parce qu'il doit s'assurer de leur fidélité. Et les musiciens sont pas payés à la journée, ils sont pas payés au mois, ils sont annualisés. Wow. Et donc, à chaque fois qu'une nouvelle année commence, il se dit, il faut que j'arrive à faire tourner mon organisation. Et figurez-vous que bien que réalisant plus de 320 concerts par an, son activité de concert était déficitaire. Wow. Donc, il était dans la contrainte de créer des nouveaux morceaux pour d'abord faire de la nouveauté, mais également générer des droits d'auteur. Et donc, quand il est en concert, c'est quoi son problème ? C'est de faire ressentir au public le fait que, d'une part, vous êtes venu aujourd'hui, mais j'espère bien vous retrouver l'année prochaine quand je reviendrai dans la ville avec vos amis, et donc je viendrai vous voir tous les ans. Donc, je compte sur vous pour revenir, d'une part. D'autre part, il va falloir acheter mes disques parce que ça va également générer des droits d'auteur et des droits de production. Et c'est cet ensemble qui va faire qu'il a réussi à tenir son orchestre à bout de bras pendant 50 ans. En fait, il sait très bien qu'on ne peut pas attraper des mouches avec du vinaigre. La seule façon de s'assurer de la fidélité des gens, c'est d'envoyer beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup de renforcement positif, de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, parce qu'en fait, en retour, on recevra quelque chose. Et c'est de le faire de mon analyse et de ma culture à moi avec un véritable lâcher-prise et sans attente excessive de retour que justement, qui favorisera le fait que le retour se présentera justement. Absolument. Waouh. Être chef d'orchestre, et notamment l'exemple de Duke Ellington, rappelle bien les fondamentaux qui consistent à agir dans un cadre. Comment ça fonctionne, ce cadre qu'est un orchestre ? Comment c'est structuré ? Parce que beaucoup de personnes, et c'est ça qui est chouette dans cette soirée, c'est que vous allez pouvoir nous acculturer à ça. Comment c'est structuré ? Comment ça fonctionne ? Quels sont les détails de ce type d'organisation ? C'est vrai que quand on assiste à une représentation, que ce soit un orchestre symphonique, un big band de jazz de 15 musiciens, ou même une petite formation, un quatuor à cordes ou un quintet de jazz, il y a une organisation. On a la sensation, vue de l'extérieur, qu'on assiste à ce que j'appelle un être collectif en mouvement. Mais cet être collectif, il est évidemment structuré. Parfois, j'entends dans des séminaires des gens qui me disent écoutez, c'est bien gentil votre conférence, mais bon, vous êtes musicien, franchement, c'est cool pour vous, parce que nous, je peux vous dire que dans notre business, c'est quand même autre chose. Hein. On a une organisation, on a des services, on a des patrons, on a un middle management qui court après, on a des clients, on a des reporting à faire, on a des instructions, des procédures. Franchement, moi, je préfère être musicien parce que c'est sympa quand même, vous. Hein, au niveau du cadre, j'aimerais pas... venez voir comment c'est chez nous, vous allez voir.
Eh ben moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que en fait, c'est méconnaître notre activité que de considérer que notre cadre est souple. Vous savez quoi? En fait, il est encore plus rigide que celui de l'entreprise. Waouh. Pourquoi? Parce qu'il a deux types de cadres. Il y a le cadre de l'organisation elle-même, comment l'orchestre est structuré, je vais y revenir. Et le deuxième cadre à l'intérieur de ça, c'est un champ d'instruction extrêmement rigoureux qui est la partition. Alors, je vais d'abord parler de l'orchestre lui-même. L'orchestre, en fait, il est organisé en sections d'instruments. Avec le temps, depuis la période baroque, progressivement, les orchestres se sont agrandis et on a regroupé les instruments par famille. C'est comme ça qu'on va se retrouver dans un big band de jazz au premier rang avec cinq saxophones qui sont le même type d'instrument, même s'ils ont des tailles différentes et par conséquent des timbres et des hauteurs de son différentes. Derrière les 5 saxophones, on a 3 trombones. Derrière les 3 trombones, on a 4 trompettes. Et puis à côté de tout ça, il y a ce qu'on appelle une section rythmique, qui sont 3 instruments hétéroclites, qui doivent arriver à créer un son et un univers rythmique ensemble, bien que ayant des factures d'instruments totalement aux antipodes, c'est-à-dire un piano, une contrebasse, et puis une sorte de truc qui fait du bruit avec lequel il faut qu'on fasse croire que c'est de la musique, c'est une batterie. Et donc, la difficulté, c'est, et on voit bien qu'il y a un système pyramidal qui se met en place avec un management indirect dans chacun des étages, extrêmement souple, où chaque section doit d'abord sonner en elle-même, déjà de façon bien, un peu comme des services qui doivent travailler ensemble, hein, la com, l'administration, la recherche et développement et la production. Donc, les services doivent travailler ensemble, ils doivent être homogènes. Alors, si on rentre à l'intérieur de chaque section, personne ne le voit, mais une section est dirigée par un lead, c'est-à-dire un lead au sens anglais, celui qui conduit. Le lead alto, c'est un saxophone qui est au milieu de la section. Le lead trombone, il est également au milieu de la section. Le lead trompette aussi. Et c'est quoi son travail? C'est de jouer la musique telle qu'elle est demandée, telle qu'elle est sur les partitions, d'une certaine façon, ce qui lui semble être la façon la plus convenable, la plus adaptée au contexte, avec un certain phrasé, une articulation, jouer fort, pas fort, avec du vibrato ou pas. Bref, une façon de jouer. Parce que comme disait Miles Davis, ce qui compte, c'est pas ce qu'on joue, c'est la façon dont on le joue, évidemment. Joli. Et ce lead-là, il me fait souvent penser à un leader d'escadrille d'avions de chasse ou de la patrouille de France. C'est celui qui va ouvrir la voie, qui va donner la direction, et les autres qui sont autour, les 4 saxophones par rapport au lead alto, ou les 2 autres trombones, ou les 3 autres trompettes, doivent coller au plus près du leader pour renforcer son intention et donner du poids à cette sorte de flèche musicale, si tu veux, qui est envoyée. Dès lors que tout le monde est vraiment connecté auprès de son lead, on a un poids, on a une masse, on a une mélodie qui est jouée à plusieurs, où on a l'impression de n'entendre qu'un seul, sauf que c'est un seul et multiple. Le chef d'orchestre, la plupart du temps, ne va certainement pas parler à tous les musiciens. S'il a quelque chose à dire, il va éventuellement demander au lead. Est-ce que, tiens, vous pouvez faire un peu plus de crescendo à cet endroit-là, plus d'attaque, etc. Mais rarement, il donne les choses. La plupart du temps, il laisse le lead suggérer des choses et il débriefe éventuellement sur ce qu'il a entendu. C'est très rare que les chefs d'orchestre disent au lead ce qu'il doit faire. Et pourquoi? Parce que le chef d'orchestre, c'est bien connu, c'est le moins bon musicien de tous. Ah là là. Donc, il ne va quand même pas prétendre dire aux gens comment ils doivent jouer du saxophone, de la trompette ou du trombone. En revanche, son rôle, c'est d'être devant, d'entendre les résultats et un petit peu comme avec une table de mixage, de dire aux musiciens, écoutez, sur ce que j'entends moi, voilà comment on pourrait améliorer les équilibres. Et ça, c'est un vrai besoin des musiciens. Parce que le musicien, quand il est dans l'orchestre, il n'entend pas tout, c'est impossible. Le 4e trompette, imaginez que le 4e trompette, au fond à droite de l'orchestre, il est éloigné de presque 9 mètres du 2e ténor qui est devant à gauche. Il ne l'entend pas jouer. Il faut bien comprendre que dans un orchestre, on n'entend pas la plupart de nos collègues. Wow. C'est un petit peu comme au basket quand on va faire une passe à l'aveugle. Vous voyez, donc on pressent que le musicien va jouer là, on s'attend à ce qu'il soit au rendez-vous du groove, de l'intention,
mais on va jouer sans savoir s'il est vraiment là. Et c'est le chef d'orchestre, par sa position, par le fait d'incarner justement le rôle du premier auditeur, qui va fixer l'attention et fixer les intentions de chacun des musiciens. Donc ça nécessite une grande confiance de la part des musiciens. Vous savez, j'ai une anecdote là-dessus. Ça fait maintenant depuis 2003 que je dirige cet orchestre. Et puis au début, évidemment, comme tous les jeunes un peu tout fous qui voulaient contrôler l'affaire, il y avait un vieux de la vieille qui était le premier alto qui était là et je lui disais faites ci, faites ça, plus fort, moins fort. Je faisais des gestes dans tous les sens pour donner des instructions, un peu comme si je me prenais au chef, quoi. Et puis à un moment, il s'est arrêté et il m'a dit Laurent, je peux te dire un truc? Ouais, dis-moi, ça m'intéresse parce que tu peux arrêter de bouger. Tu sais, en fait, je vais te dire ce dont on a besoin. On a besoin que tu nous donnes le bon tempo. Ni trop vite, ni trop lent. Là, c'est toi qui le donnes. Il faut que tu nous lances tous ensemble. Il faut qu'à un moment ou à un autre, si tu constates un déséquilibre, tu fais un simple petit geste pour nous dire un peu plus, un peu moins, mais c'est tout. Après, tu peux aller te promener, hein. Ensuite, tu reviens, si tu veux déclencher un soliste pour une improvisation, tu nous dis continuer de jouer ou au contraire, on reprend à la lettre I une fois qu'on a fini les solos. Et à la fin, sur le point d'orgue, tu arrêtes l'orchestre tous ensemble. C'est tout. Nous, on a besoin que tu fasses ça. Et le reste, tu nous gênes. Waouh. Alors là, il faut vraiment tout de suite parce que vous avez envoyé tout ça d'un coup. J'ai pris des notes et j'aime faire la phrase pour qu'on retienne les messages puissamment. Ce que cette personne vous a dit, c'est on a besoin qu'un leader, autrement dit, vous, dans la situation, mais le leader doit, 1, donner le tempo, 2, lancer. Ce que vous avez dit un peu préalablement, qui était un des rôles qui consiste à ouvrir la voie, que j'ai écrit dans le chat d'ailleurs. 3, si tu constates un déséquilibre, signifie-le nous avec un tout petit geste. Pas avec véhémence et agressivité, etc. 4, si tu dois déclencher un soliste, autrement dit une opportunité, une action individuelle, fais-le. Et tu dois nous arrêter tous ensemble. Et en fait, ces 5 points que vous venez de donner là, je les trouve mais tellement puissants dans le leadership d'un groupe tel qu'il soit. Et je vous remercie vraiment, vraiment, vraiment pour ces clés parce que c'est tellement riche en plus de ça que ça vienne d'un endroit, comme on l'a précisé tout à l'heure, qui certes, comme l'orchestre de Duke Ellington et donc le vôtre, a besoin d'être un centre de profit, c'est-à-dire de vivre de son activité, mais qui n'est pas orienté compétitivité, performance, tel que vous le disiez tout à l'heure. Waouh, merci pour ces précieux apports. Il me semble qu'il y a un musicien particulier en la personne du contrebassiste. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur celui-ci? C'est vrai que le contrebassiste, il est particulier. Imaginez-vous quand même, c'est quelqu'un qui joue que des notes graves. Son travail, c'est de faire le tempo. Boum, 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 boum. Ce tempo, il est également fait avec des notes de musique. Donc, ça nous donne les notes fondamentales des accords sur lesquels toute la musique va se poser. Donc, il joue vraiment les fondamentaux. Mais personne ne l'écoute. C'est vrai. Vous avez, vous, un souvenir d'un concert d'avoir écouté le contrebassiste? Je dois reconnaître que non. Non, on écoute le soliste. Dans le rock, on regarde le guitar héros, éventuellement le batteur, mais le bassiste, personne n'écoute jamais le bassiste. Tout le monde s'en fout du bassiste. En plus, il est au fond de l'orchestre. Il va jamais devant pour prendre un solo. Il n'y a jamais son nom sur l'affiche. Et puis, vous savez, en plus, à la fin du concert, c'est jamais lui qui part avec les filles. Il fallait le préciser, effectivement. Oui. Donc, moi, j'appelle ça un esclave consentant. Waouh. Mais alors, et en même temps, quand on lui demande pourquoi il fait tout ça, la plupart des bassistes vous répondront parce que moi, mon kiff, c'est le groove. C'est faire un tapis qui va faire que tout le monde peut jouer. C'est vraiment l'art du service parce qu'il est né et il vit pour le groove. Moi, je sers à ça. J'adore, j'aime ça. Alors après, quand je transpose dans le monde de l'entreprise, je me dis, mais est-ce que tous, autant que nous sommes dans nos engagements professionnels, on les voit, nos contrebassistes autour de nous? Est-ce qu'on les valorise? Est-ce qu'on leur renvoie cette reconnaissance légitime de leur rapport dans le groupe?
est-ce qu'on les reconnaît? Est-ce que déjà on les voit? Est-ce que déjà on a conscience? Parce que si le bassiste s'arrête, tout le monde rentre à la maison, hein, je peux vous le dire. Et nos bassistes, s'ils s'arrêtent dans nos entreprises, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde rentre à la maison, c'est terminé. Et comment on fait alors? Comment on va faire pour entretenir la motivation du bassiste? De quoi il a besoin? Il a juste besoin de reconnaissance de temps en temps. Oui. Mais la reconnaissance, pour moi, ça n'est pas aller voir de temps en temps le contrebassiste du service support en lui disant dites-moi, Virginie, il faut que je vous dise. Hein, formidable, merci. Puis bravo pour tout ce que vous faites. C'est super. Bon boulot. Ça ne marche pas, ça. C'est zéro. En revanche, ce qui marche, et c'est ce que j'essaie de faire moi avec les musiciens, c'est d'utiliser le syndrome Money Penny. Vous vous souvenez de quel jour on avait Money Penny? Oui, oui. Quand James revient de mission, et que, Il lui a toujours un petit cadeau, quelque chose. quand il revient de mission et qu'il va dans le bureau de M, il passe par le bureau de Money Penny. Et il Inévitablement. a un petit mot, une petite attention, presque rien. Et Money Penny, elle est convaincue, après ces 2 ou 3 secondes sur lesquelles James a passé un peu d'attention, que si James a sauvé le monde, c'est grâce au billet d'avion qu'elle a pris. Et ça, le bassiste, il a absolument besoin de le savoir. Alors, c'est pas la peine de faire des réunions annuelles de débriefing, d'entretien professionnel pour dire « Bon, on va faire un point sur ton… » Non, c'est juste en passant, il faut que je te dise, voilà. Oui, alors moi je les appelle ceux-là les travailleurs de l'ombre dans le sport de haut niveau, dans le basketball. Je pense à Ronny Turiaf qui a joué avec LeBron James, qui a joué avec Kobe Bryant. Ces deux qui sont parmi les plus grandes stars de la NBA adoraient jouer avec lui alors qu'il jouait 5 minutes par match, mais il était là pour les remonter, pour les encourager, pour les soutenir dans les moments difficiles. Et c'est vrai que dans le monde de l'entreprise, tout ce qui est fonction support, je pense au service comptabilité, au rôle administratif, aux fonctions SI, qui sont peu valorisées comparativement au commerce à la vente ou à la production, elles correspondent à ce que vous dites, à savoir si elles ne sont plus là, ces fonctions-là, l'entreprise s'arrête. Et c'est vraiment très, très important, effectivement, de leur apporter cette valeur à travers quelque chose de sincère. À travers quelque chose de sincère et non pas superficiel, effectivement. C'est vrai, mais vous savez, Nicolas, vous avez tout à fait raison sur les services administratifs, mais il ne faut pas oublier, moi j'inclus dedans également tous les gens de la production, les gens du terrain, les grouillots, les gars qui sont à la base, les gens qui ne sont pas payés très cher et qui font le boulot des fois dans le vent, dans la neige, qui sont dehors et qui… Oh, c'est dur des fois la vie des gens, quoi. Et parfois, on les observe par le prisme d'un tableau Excel. Attention, quoi. Les gens sont précieux. Les gens sont précieux. Ouais, et le premier confinement, parce que maintenant on est obligé d'accoler premier avant confinement qu'on a pu connaître, a remis en évidence l'importance, certes, des personnels soignants, mais l'importance de ces caissières dans les supermarchés pendant qu'on osait à peine sortir de chez nous, l'importance des éboueurs et de toutes ces personnes. Et en l'occurrence, ça a bien été un des bénéfices de cette situation dramatique par côté qu'on a pu vivre. C'est vrai. La notion de la partition, c'est quelque chose nécessairement d'essentiel. Vous l'avez juste cité tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la partition? Est-ce que vous pensez que ça peut être pertinent que je propose une petite vidéo à ce sujet à nos… On peut regarder une partition, oui, en effet. Allez, on va en regarder une. On va en regarder une dès à présent. Comme ça, vous allez pouvoir nous la commenter en images. Ça va être très, très riche. J'y vais de ce pas. Allez, je mets le fichier en route. Alors, évidemment, c'est écrit petit, bon, on ne voit pas grand-chose, mais pour vous résumer, ça, c'est la partition qui est à disposition du chef d'orchestre. Chacune des lignes représente les instructions qui sont données aux musiciens. Il y a 15 lignes, 15 musiciens. Et on voit, quand il n'y a rien d'écrit, le musicien ne doit pas jouer. Et quand il y a quelque chose d'écrit, ce n'est pas la peine d'avoir fait 20 ans de solfège pour comprendre ça. Quand il y a quelque chose d'écrit, plus ça va dire soit une note courte, soit une note longue. Et si elle est en hauteur plus haut, c'est une note haute. Si elle est plus basse, c'est une note basse. Voilà. Bon, après, sol, ré, la, etc. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que, vous voyez, on dit le jazz, c'est cool, c'est sympa le jazz. Imaginez, par exemple, là, vous voyez la première ligne. Il n'y a rien à jouer pendant 8 mesures. Dans les 8 cases de la première ligne, il n'y a rien. Il y a un petit truc au milieu qui dit une pause, donc ça veut dire ne jouez pas. Vous pensez qu'il y a un gars qui va se dire « Oh, écoute, je sais pas, moi je le sens bien. Moi je vais faire un truc là. » Mais non, tu joues pas.
Non, mais c'est cool, c'est le jazz, je vais faire un petit Le truc jazz. sympa. Non, tu ne joues pas. Ensuite, quand on arrive à la quatrième mesure pour le quatrième trompette, quatrième temps, tu joues un sol. C'est pas un fa, c'est pas un mi. Et c'est un sol sur le quatrième temps, c'est pas avant, c'est après. C'est exactement et pile là. Et après, tu vas jouer un do. Et tu as intérêt à jouer un do. C'est pas un ré ou un do bémol, c'est un do. Et ce champ d'instruction, les notes qui sont données, mais c'est même pas une instruction, c'est une obligation formelle et absolue. C'est comme un feu rouge, quoi, ou un feu vert. Donc, l'interprétation, maintenant, la plupart du temps, c'est que quand ces notes sont données, rien n'est écrit la plupart du temps sur comment il faut les jouer. Et c'est là où ça devient intéressant. Comment on sait qu'il faut jouer? Comment on arrive à savoir si cette note, il faut la jouer fort, pas fort, avec de l'inflexion, avec beaucoup d'attaque, avec du vibrato? Est-ce qu'il faut la jouer courte? Est-ce qu'il faut la jouer longue? La même note peut être jouée courte ou peut être jouée longue selon les contextes. On peut faire ta ou ta. Et pourtant, ça s'écrit pareil. Ça va être un petit peu comme une langue, comme une langue vivante, sur l'accent et le contexte. Comment on peut savoir ça? On peut le savoir par notre culture musicale. Ça, c'est de l'écoute globale de l'environnement et de la culture musicale. Mais c'est surtout par l'écoute que l'on saura comment il faut jouer les notes. On écoute les collègues et progressivement, on arrive à trouver. Le champ d'instruction, il est par l'écoute. Et j'ai d'ailleurs remarqué une chose, parmi les erreurs que j'ai commises au début de ma carrière de chef d'orchestre, j'avais tendance à écrire plein de choses, des instructions. Et j'ai remarqué que plus j'écrivais de choses sur la partition, plus les gens les lisaient, moins ils étaient à l'écoute et moins ça sonnait. Et j'ai commencé à enlever le maximum de choses, épurer la partition avec que des notes. Et ils étaient obligés de s'écouter parce qu'en fait, il y avait aucune intention. Et ils étaient obligés de trouver par eux-mêmes l'endroit et trouver ce qui sonnait pour eux. Waouh, c'est excellent parce que vous rapportez à nouveau l'importance du cadre et ça me fait penser aux trois composantes de l'estime de soi chez les enfants qu'un chercheur spécialisé sur le sujet qui s'appelle Baumeister avait identifié. Il disait, pour que les enfants aient une forte estime de soi, ils ont besoin d'un cadre et de règles strictes. Alors qu'on pourrait penser, comme pour le jazz, que c'est, excusez-moi l'expression ou pas, la fête du slip, on s'amuse en tous les sens. Non, les enfants ont besoin d'un cadre et de règles strictes. Ensuite, à l'intérieur de celui-ci, ils ont besoin d'un espace de liberté au sein duquel évoluer, la façon de jouer la note telle que vous nous le disiez. Et alors, ce qui est très, très, très important, c'est que le troisième élément d'estime de soi pour un enfant qu'on rejoint à travers Duke Ellington et ce que nous vous avez dit tout à l'heure, et franchement, ça se présente comme ça n'est pas préparé, c'est un amour inconditionnel qu'on a à donner à l'enfant qui s'indique sous la modalité « Loulou, quelles que soient les pires bêtises que tu feras, je t'aimerai quand même. » Et en fait, je trouve qu'il y a un parallèle très intéressant sur l'estime de soi chez les enfants et ce que vous nous présentez via la partition sur ce cadre, mais cet espace de liberté à l'intérieur sous-tendu par un amour massif. Je trouve ça absolument magique pour vous dire, ouais, ça me fait briller les yeux. Il y a un aspect qui est très important dans votre art, c'est celui de l'écoute. De l'écoute, justement. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à ça, cher Laurent? Disons que l'écoute, ça va vous paraître bizarre, mais on n'écoute pas avec ses oreilles. Ah là là, j'adore. Ça ne sert à rien. Et moi qui vous parle, il faut que vous sachiez que j'ai 80% de perte d'audition sur l'oreille gauche et j'ai pas un très bon spectre stéréophonique, mais c'est pas là que ça se passe. En fait, comment un musicien de jazz écoute? D'abord, il écoute profondément. Quand on dit profondément, c'est en activant le ressenti, voire l'empathie. C'est-à-dire essayer de se laisser pénétrer par ce qui se passe autour de nous. On écoute également pour s'orienter. Parce que, comme je le disais, la plupart des instructions ne sont pas dites. Donc, il faut, par l'écoute, savoir où on doit aller. On écoute avec réactivité, et là, on va se rapprocher beaucoup du sport, parce que, évidemment, chaque fois qu'il se passe un environnement, un moment musical, et il y en a des centaines et des centaines par minute dans un concert, on doit être sur le qui-vive et interagir en fonction de tout ce qui va se passer. Et enfin, on écoute, c'est peut-être le plus important, avec générosité. Et quand je dis écouter avec générosité, ça veut dire que, d'abord, l'écoute attentive est en elle-même un acte de générosité. Les gens le ressentent. Quand on les écoute, ils le ressentent et ils sont déjà dans de bonnes conditions. Mais surtout, on va essayer de se laisser gagner par la beauté et le rayonnement de son partenaire.
Il ne s'agit pas de se dire oh, dis donc, quel changeait de jouer avec ce gars-là, franchement, il est formidable, vraiment. Et puis, non, on est musicien, on n'est pas auditeur, sinon on serait dans la salle. Donc, on ne va pas se regarder jouer. Je sais, Nicolas, que ça vous parle quand je dis se regarder jouer. Oui, c'est vrai. On ne va pas se regarder jouer. En revanche, on va se concentrer, et ça, c'est sans doute le plus important, sur les qualités extraordinaires du musicien avec lequel on joue, et on va accorder aucune attention, aucune importance, on va relever aucune de ses faiblesses, de ses manques ou de ses erreurs. C'est même plus du pardon, c'est au-delà de l'amour en fait, c'est la seule chose qui m'intéresse, c'est construire avec la magnificence de chacun des musiciens. Et ça nous emmène dans une direction extraordinaire qui est en fait la notion d'excellence d'une part et la notion de responsabilité d'autre part qui était le grand dada d'Ellington. D'ailleurs, on a une petite vidéo qu'on pourrait présenter qui est celle des limitations. Il y a une petite théorie Ellington. Si vous voulez, on l'écoute et puis après on la commente. Every musician in the world has some limitation. I mean, you take the world's greatest virtuoso symphony violinist. Mm-hmm. There are a lot of things he can't play. And by the same token, you take the guys who are considered jazz musicians, there are things that they can't do. But the wise players are those who play what they can master. Mm-hmm. Somebody like Tricky Sam, he had, when he worked with a plunger, the certain position of his mute. There were only 7 notes that were very effective. 7. And this presents a little problem. Then you combine them with somebody else's limitations, and naturally you become an inventor. Alors là, si vous voulez, je fais un petit commentaire parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. La première chose qu'il dit, c'est pas parce que vous savez tout jouer, et vous, la plupart des musiciens connaissent tellement de choses et savent faire plein de choses. C'est pas parce que vous savez faire plein de choses que vous devez faire plein de choses. Le musicien avisé est celui qui va jouer, présenter au public ce qu'il maîtrise parfaitement. Quand Ellington dit parfaitement, c'est « t'es le meilleur du monde pour faire un truc ». Et c'est là-dessus qu'on va te reconnaître, c'est là-dessus qu'on va t'identifier et c'est là-dessus qu'on va construire. Il prenait le cas de Tricky Sam au trombone qui avait seulement 7 notes, mais avec cette sorte de sourdine, il créait un son absolument incroyable. Ellington n'est pas allé voir Tricky Sam en lui disant « Dis donc, il n'y a que 7 notes, il faudrait quand même que tu travailles les autres, ça serait formidable. » Non, non, non. Il a pris ces 7 notes comme un trésor. Il a même écrit des compositions de petits concertos de 3 minutes en mettant en scène les 7 notes de Tricky Sam. Et personne dans la salle n'a dit « Dites-moi, il n'y a que 7 notes, elles sont où les autres ?» Personne n'a fait ça. Il a créé une œuvre à partir de ce qu'on lui a apporté, quelque chose de unique au monde, quelque chose d'incroyable. Et là, ça devient intéressant parce qu'il dit, quand on combine les limitations, c'est-à-dire, c'est en creux donc, ces choses extraordinaires, et tant pis si on n'a pas les autres, et qu'on les combine avec celles d'un autre musicien, on devient un inventeur. Ça dit plusieurs choses. Ça dit, d'une part, je ne suis pas responsable, en fait, de toutes les merveilles que j'ai écrites pendant 50 ans. Il a écrit quand même plus de 1000 morceaux. Ce n'est pas moi qui ai écrit, en fait. C'est tout ce que m'ont apporté les musiciens qui m'ont permis d'écrire. Il faut savoir que Ellington, il écrivait la nuit après les concerts. Il se terminait vers 2 ou 3 heures du matin et il se couchait après l'aube. Donc, il écrivait avec le son de ses musiciens dans l'oreille. Il avait en tête des fragments ou des extraits d'improvisation de ces musiciens qui devenaient des nouvelles compositions. En fait, son tromboniste, Lawrence Brown, qui était un sale con d'ailleurs, qui a passé son temps à dire à la terre entière que Ellington était un suceur de sang et que de toute façon, sans nous, Ellington, il ne serait rien. Élégant. Ellington a répondu, c'est vrai. Il se trouve que sans moi, il ne serait rien non plus. Oui, mais c'est vrai que je dois tout à mes musiciens. Vous vous souvenez, au début, on a dit « je dois tout à mes musiciens ». Donc, il aspire tout ce que lui donnent ses musiciens pour transformer le plomb en or, en fait. Mais attention, ça veut dire qu'il crée également les conditions pour que chacun des musiciens rentre en de cercles vertueux parce qu'il sait très bien, le musicien dans cet orchestre. Et d'ailleurs, mon orchestre, c'est un petit peu pareil.
si les gens n'apportent pas, non pas le meilleur d'eux-mêmes, mais le côté unique d'eux-mêmes, là où il n'y a plus de concurrence, là où on est uniquement soi-même, ben, il n'a rien à faire dans cet orchestre. Ils le savent. Et donc, chez Ellington, c'était le cas. Donc, les musiciens sont extrêmement motivés à apporter le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils savent que c'est en fait comment dire, la marmite dans laquelle on va faire bouillir la bonne soupe. Mais d'un autre côté, quand le chef d'orchestre reçoit tous ces trésors, il a intérêt à en faire quelque chose. Et oui, c'est sa responsabilité. C'est la démotivation assurée. Et là, et c'est là où on voit bien cette notion d'exigence. Je demande, non pas le meilleur, ça ne veut rien dire le meilleur. Je demande votre exceptionnel. La responsabilité, vous êtes responsable de me le donner, sinon vous n'avez rien à faire ici. Mais la spirale va faire que de toute façon, vous allez être motivé à le faire. Parce que quand il y a un copain qui le fait à droite et un autre qui le fait à gauche, au bout d'un moment, on a envie également chacun de montrer ce qu'on sait faire. Et à l'inverse, le chef d'orchestre, il est dans l'excellence pour favoriser ça et dans la responsabilité de le mettre en œuvre. Donc, ça marche dans les deux sens. Ça nécessite de la confiance, mais cette responsabilité, moi, je la connecte toujours avec la notion d'excellence. Ah. Peut-être que je voudrais vous envoyer sur un dernier thème, une dernière approche qui serait celle de la bienveillance et de comment on s'y prend quand on est chef d'orchestre, notamment pour installer un climat de sérénité, quels que soient les événements, même si on a un type comme celui que vous évoquez qui dit ça de vous alors que vous êtes chef d'orchestre, comment on s'y prend par rapport à ça? La bienveillance, il y a la bienveillance un peu cucul à praline, et Oui. puis il y a la vraie. La bienveillance cucul à la praline, c'est je te fais croire que je t'écoute. Écoutez, franchement, Nicolas, vous avez une bonne expérience du nombre de séminaires que vous avez faits. Oui. Et vous avez ressenti parfois, vous-même en tant que modérateur ou même dans la salle, le fait que, dites-moi, le comité de direction, ils sont en train de nous dire qu'ils nous aiment, ils nous disent plein de trucs, mais ils nous prennent encore pour des billes, quoi. Enfin, je veux dire, c'est encore que des mots, tout ça. Combien de fois on l'a vu? Combien de fois on l'a entendu? Sérieux. Très juste. Et moi, combien de fois j'ai dit à des comités de direction, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes aligné sur ce que vous dites aux gens? Bon. Et c'est pareil, hein, on a des entraîneurs de sport, vous en connaissez, Oui. qui font croire qu'ils vous aiment, mais en fait, dès que vous commencez à faire une faute, ils vous dégagent, ils vous dégomment, vous êtes un moins que rien, vous êtes une serpillière, quoi. Donc, c'est pas bon, ça marche pas, ça. Non, la vraie bienveillance, c'est au-delà du pardon, en fait, c'est l'acceptation de l'autre tel qu'il est, tout simplement. C'est pas la peine d'être une route de sainteté, de se transformer en moine bouddhiste ou en Jésus-Christ pour dire je suis bienveillant. Non, la bienveillance, c'est simplement l'autre est qui il est avec ses qualités, ses défauts. Je le prends tel qu'il est dans son entier, je me concentre sur ses qualités et ses défauts. S'ils ne gênent pas le projet, alors j'en fais mon affaire. Et c'est ça la clé. Si le projet est menacé, là on doit intervenir. C'est ce que faisait Ellington. Mais vous savez, il n'a viré que 4 musiciens dans toute sa carrière. Hein. Ah, dans les 50 années, effectivement. Ouais. Parfois, il rendait un petit peu la vie dure aux gens pour qu'ils partent d'eux-mêmes. On fait tout ça, des fois, de temps en temps. Bon. Mais virer des gens, il savait qu'à chaque fois, c'est un traumatisme. Et moi, un jour, j'ai viré un musicien, ça a foutu en l'air tout l'équilibre de l'orchestre. C'est un truc qui est un échec. D'abord, c'est un premier échec, c'est l'échec du manager, de toute façon. Oui, c'est pas l'échec du manager, oui. Et parce qu'on a mal recruté ou alors qu'on n'a pas passé suffisamment d'attention. Enfin, de toute façon, c'est un échec. Donc, en fait, cette bienveillance, c'est accepter l'autre quel qu'il est. Il y a des cas, des situations incroyables. On n'aura pas le temps de passer peut-être la vidéo parce qu'elle est peut-être un petit peu longue. Vous avez une idée en tête, non? Oui, j'en ai une en tête de Perdido, Copenhague 1905. Vous voulez regarder ça? On a le temps? Non, moi j'ai le temps, mais vous? Ou la dernière? C'est pour nos amis également. Je ne sais pas s'ils s'ennuient derrière de l'autre côté de l'écran. Vous ennuyez, les amis, de l'autre côté de l'écran? Ils sont encore à plus de 100 avec nous, alors qu'on est à 10 minutes de plus. Donc, c'est que vous êtes passionnants et ils en témoignent dans tous les commentaires. Donc, moi, je suis on va regarder cette petite vidéo qui est un exemple éclairant de la situation d'Ellington. On n'est pas une bande de potes quand on est dans un orchestre. Je voudrais quand même dire ça aussi au passage. Nous travaillons ensemble. Hein. Attention, hein. On ne part pas en vacances ensemble, on ne s'invite pas à dîner, on ne prend pas des apéros les uns avec les autres. On est chacun dans son coin, on se retrouve pour répéter, on joue ensemble, on se dit éventuellement même pas bonjour et même pas au revoir et on repart. Mais par contre, quand on joue ensemble, on est à la vie et à la mort.
Eh bien, ces gens qui sont des professionnels et qui vivent ensemble quasiment 24 heures sur 24, parfois il arrive des situations totalement inattendues. Nous sommes ici en 1965 à Copenhague. Alors c'est l'Opéra de Copenhague. Vous imaginez, la salle est magnifique. Il y a la télévision, le public est plein à craquer, la salle est pleine à craquer, le public est chaud comme la braise. Et Ellington va envoyer un morceau qui s'appelle Perdido. Perdido étant l'un des morceaux les plus attendus du répertoire, et il se passe une situation tout à fait anachronique. Waouh, on va regarder ça sans plus attendre. Oh. Je l'ai vu. Oui, il y a un musicien qui dort sur scène au premier rang. Paul Gonzalez, il dort sur scène. Sam Woodyard. Sam Woodyard. Sam Woodyard. Thank you very much for Sam Woodyard. Mon Dieu, ça aurait été dommage qu'on ne le voit pas. Alors, c'est une situation quand même assez cocasse. Donc, Paul Gonzalez est le soliste vedette, l'un des solistes vedettes de Ellington. C'est vraiment, les gens venaient pour Paul Gonzalez. Bon, ils venaient aussi pour Johnny Hodges, le premier alto, Sam Woodyard, le batteur, mais ils adoraient le jeu de Paul Gonzalez. Et Paul Gonzalez, donc, dort sur scène depuis déjà 2 morceaux. Et il dort encore sur Perdido. Pendant tout le morceau, il dort avec son saxophone dans la bouche et posé sur ses genoux. Et au milieu, il doit prendre un solo. Et c'est Jim Hamilton qui, après avoir fait un solo de clarinette, va ne pas aller au micro, cette fois-ci exceptionnellement, mais va rester à sa place, en jouant assis. Il va jouer un solo tout à fait banal, sans grand intérêt. Et dès qu'il a terminé de remplacer son collègue, il va remettre le nez dans la partition et se remettre au boulot pour finir le morceau. Pendant tout le solo de batterie, pendant tous les autres solistes, Paul continue de dormir. Et à la fin, Ellington, donc, va présenter le morceau et va faire comme si de rien n'était. C'est-à-dire qu'il ne va même pas aller voir son musicien pour le réveiller. On n'est même pas dans le show must go on, on n'est même pas en train de faire croire que tout va bien. On est dans, tiens, Paul dort, et alors? C'est intéressant parce que moi, j'ai entendu dans certaines conférences des gens du public qui me disaient
Ouais, mais si on était à la place d'Ellington, on pourrait dire n'applaudissez pas trop fort pour éviter de réveiller Paul. Ou au contraire, merci de là où il est, Paul vous fait savoir qu'il vous aime à la folie. Ou des choses comme ça, faire un petit peu d'humour. Mais non. Oui. Le plus important que moi je retiens de ça, c'est que pour Ellington, d'abord, il va certainement pas faire il va pas fliquer et il va pas faire preuve d'autorité devant le public, bien entendu, et envers son musicien, premièrement. Deuxièmement, il a tellement confiance dans son équipe qu'il sait qu'à un moment ou à un autre, bah, les gens vont régler ça entre eux. Enfin, c'est leur histoire, c'est leur problème. Moi, je suis connecté à ma musique et au public. Je ne vais pas en plus jouer le garde-chiourme. Et puis, il y a aussi quelque chose, et c'est ce qui se passe d'ailleurs à la fin, puisque Jamie Hamilton, par un geste très bienveillant, très délicat, très doux, prend le bras de Paul et lui dit coucou Paul, bon, maintenant tu pourrais revenir, on a un peu besoin de toi, quoi. Mais surtout, ce que je retiens, c'est que pour Ellington, on n'a pas l'impression qu'il a un problème. J'ai entendu dire également dans les réactions des conférences, vous vous rendez compte pour qui on passe? Mais il s'en fout. Ouais. C'était quoi le contrat en fait? Remettons-nous au tout début de mon intervention. Qu'est-ce qu'on promet au public? On ne promet pas une perfection, on promet de vivre un moment. C'était quoi là le contrat? On devait jouer Perdido? On a joué Perdido. On l'a joué. Est-ce qu'on a mis le feu? Bah oui, on a mis le feu. Est-ce que le public est content? Oui, il est content. Certes, on l'a joué à 14 et pas à 15, mais et alors? Et en fait, parfois, il se produit des choses qui ne sont pas des choses que l'on attendait, mais la dérive par rapport à ce qui n'était pas attendu peut être tout à fait convenable, et c'est pas parce on ne fait pas ce qu'on a prévu que c'est forcément mauvais, en fait. Et puis demain, ça sera un autre concert encore différent. Et vous savez, un journaliste avait demandé à Ellington, mais dites-moi, c'est pas possible, ce Paul Gonzalez là, qui est un alcoolique notoire, qui dort sur scène, il est pas fiable. Comment vous pouvez garder ces gars-là? Franchement, c'est pas à votre hauteur. Il a répondu, oui, c'est vrai, il dort sur scène, mais si vous saviez ce qu'il est capable de faire quand il est réveillé. C'est tellement un témoignage de l'âme de Duke Ellington que vous nous faites découvrir ce soir. C'est tellement exceptionnel d'entendre ça. Laurent, je suis tellement ravi que vous ayez pu partager, grâce à Vivavox, avec nous ce soir, tout ce qui vous fait vibrer, votre passion, à travers ces angles autour du leadership. Je veux sincèrement vous remercier de votre présence et inviter tous les membres de ma communauté de suivre ce que vous faites, d'aller voir vos œuvres, de vous faire intervenir en entreprise, parce que c'est tellement riche, tellement éclairant et tellement, pour vous c'est votre pratique, donc c'est votre quotidien, c'est logique tout ça, mais tellement différenciant de ce qu'on peut voir ici ou là. Et je suis plein de gratitude à travers ce que vous nous avez partagé. Et ce que je souhaiterais maintenant vous dire, c'est que je suis tellement heureux de savoir qu'il vous reste seulement 32 années à animer votre propre groupe, votre propre orchestre. Et vous savez pourquoi je dis ça, puisque j'ai bien entendu que Duke Ellington a animé son orchestre pendant 50 ans. Vous avez commencé en 2003, la target, alors je sais, on ne parle pas performance, c'est 2053. Et vous vous sentez capable de faire ça? Vous le visez? Vous y réfléchissez ou pas? Non, j'y pense pas, mais par contre, j'ai une petite pensée pour un grand chef d'orchestre qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, qui est Claude Bolling, qui était un grand admirateur de Duke. Et Duke, d'ailleurs, est le seul qui a cité Claude Bolling dans son autobiographie. Claude a mené un orchestre magnifique. C'était une autre époque. On ne partage pas forcément tout de son esthétique, mais quand même, c'était un grand monsieur. Alors, bon, moi, je décerne un César d'honneur pour des gens comme Claude Bolling ou Michel Legrand, qui avait lui aussi un grand orchestre. Donc, je reste très humble, mais c'est pas sur la durée que ça se passe, c'est sur l'envie. Ouais, et si l'envie est là pendant 50 ans, tant mieux. Si elle ne l'est pas, tant mieux aussi. Tout sera parfait par rapport à ça. Merci beaucoup, Laurent. On va pouvoir continuer dès demain avec un autre conférencier Vivavox en la présence de Franck Pierrot, ex-commandant du GIGN, qui va nous parler du pouvoir de l'engagement. On va donc pour le coup passer, on va avoir un grand écart entre vous ce soir et lui demain autour de sa vision du leadership et plus particulièrement de l'engagement. On enchaînera avec Yannick Alain, qui est un expert francophone sur le domaine de l'influence de la vente éthique autour de sa personnalité de gentillesse. Je veux vous remercier je ne savais pas à quoi m'attendre.
J'avais des attentes élevées et vous avez été encore au-dessus. Donc, merci beaucoup pour ce que vous nous avez apporté. Merci également à tout notre auditoire qui, ce soir, a pu vivre l'excellence de ce que vous nous avez fait vivre. On se retrouve. Moi, je voudrais dire un petit mot. Je voudrais vous remercier et vous dire que c'est un grand honneur d'être en compagnie de tous ces invités que vous animez merveilleusement, Nicolas. Donc forcément, j'ai beaucoup de gratitude sur le fait d'être invité, et notamment par l'équipe de Vivavox qui fait un super boulot. Et je suis en train de regarder pendant qu'on parle les petits messages de tous nos auditeurs, nos amis, et je trouve ça très touchant. Donc merci à tous pour tous les petits mots. C'est très sympa et je prends le temps de les regarder. Très agréable. Merci à tous et à bientôt. Merci à tous. Très bonne soirée. On continue sur le sommet Leader Time. Et Laurent, j'aurai plaisir à compter de maintenant de vous suivre et je vais me fixer un objectif et un engagement dès ce soir. C'est de venir assister à minima à l'une de vos œuvres parce que ça va m'ouvrir sur un champ des possibles extraordinaire. Merci de votre générosité, de votre culture, de votre passion. Très bonne soirée. Et à tout l'auditoire, je vous dis avec grand plaisir, on se retrouve demain. Portez-vous bien, reposez-vous bien pour une nouvelle soirée dédiée au leadership.